Bonjour. Bonsoir ou bonjour à tous. En 2018, au printemps, il sera célébré, je dis bien célébré, bien qu'il n'y ait pas de quoi vraiment célébrer, le cinquantenaire des événements de la révolution, comme on dit certains, grandiloquents, de mai-juin 1968. Un produit pur de l'esprit monôme des étudiants ou un complot de marxistes ou quelque chose d'autre. On en parlera dans quelques instants. Peu importe, puisqu'il y a eu un mélange de tout, le monôme étudiant, la volonté d'une jeunesse largement imprégnée de marxisme ou de certaines autorités, qu'il y ait des événements d'importance extrême au quartier latin, le quartier étudiant de Paris. Alors il faut commencer par la genèse. Eh bien, nous sommes d'abord sous le régime du général de Gaulle. Il y a 10 ans qu'il est au pouvoir, depuis 1958, lorsque fin 1967 commence un trouble sérieux, très sérieux, dans la ville de Caen. Un conflit social, une grève, sur des questions salariales, dégénère à Caen. Il y a plus d'une centaine de blessés, dont certains très gravement atteints. Les mouvements d'extrême gauche, en particulier les trotskistes, se penchent sur cette affaire et ils notent le signe d'une dégradation de la situation et que des éléments de la classe ouvrière sont prêts à passer à l'action. Il est vrai que la répression policière a été quelque peu maladroite. Toujours est-il que la plupart des organes de presse considèrent que c'est un événement exceptionnel, mais qui n'aura pas d'imitateur. Erreur, comme on va s'en apercevoir quelques mois plus tard. Alors, l'hiver se passe, il est marqué dans cet endroit de Paris, bastion étudiant par excellence, qu'est le quartier latin. Il y a tous les jours des affrontements dans l'université, dans les classes terminales de lycée et même dans des classes nettement inférieures, des classes d'âge nettement inférieures, des affrontements dans la cour ou aux portes des établissements entre des groupes estudiantins extrémistes. Alors, les uns sont d'extrême gauche. Quant aux autres groupes, en fait, il n'y en a qu'un, je dois mettre au singulier. Il s'agit d'un mouvement nationaliste et anticommuniste qui s'appelle Occident et qui fait face aux trotskistes lambertistes, aux trotskistes de la Ligue communiste, de ce qui va être plus tard la Ligue communiste révolutionnaire, aux jeunesses communistes, aux maoïstes, j'en passe et des meilleurs, aux groupes anarchistes, etc., etc. La presse publie régulièrement des entrefilets en disant tant de blessés à tel endroit, violents affrontements rue de Bussy, etc., etc. Chose curieuse, jamais les protagonistes de part et d'autre ne sont appréhendés. Alors, c'est la joie des pharmacies où sont pansés les blessés, c'est moins la joie dans les hôpitaux où on voit arriver des jeunes gens plus ou moins abîmés, qui se préoccupent de leur carte de sécurité sociale, mais ça se passe comme ça et c'est devenu une image de marque du quartier latin, sans que ça dérange vraiment beaucoup de monde. Bon. Alors, que peut-on en penser? Que la jeunesse française a le sang chaud et que tout ceci ne doit pas déranger beaucoup les autorités, compte tenu du fait que c'est juste à la rubrique faits divers de la presse et il y a quelques échos à la radio. Bon, ce n'est pas digne de la télévision qui déjà est bien installée en France. Alors, un beau jour du printemps 1968, je me promène au quartier latin, je suis obligé de m'impliquer pour expliquer comment j'ai été au cœur de ces événements, tout à fait accidentellement, et j'avais reçu une mission
Je suivais les événements concernant la gauche et l'extrême gauche dans une publication appelée Est et Ouest, en principe sur le plan international, mais parfois je consacrais ma plume aussi à des événements concernant des pays européens, voire même la France, qui était très rare, mais on me demande de prendre le pouls du quartier latin, où on sent quand même une fièvre qui monte. J'y vais et je rencontre les dirigeants d'un groupuscule donc, nommé Occident. Ils étaient deux, ils ont eu une carrière par la suite, l'un a fini ministre, l'autre a pris sa retraite étant le dirigeant d'une organisation qui s'occupait de la gestion de municipalités, mais peu importe. Donc je rencontre ces deux jeunes gens, je découvre qu'ils sont assez spectaculaires, un incident marque notre entretien qui ne me concernait pas, mais une bagarre éclate à la porte du café où j'étais, au Carrefour de l'Odéon. Je crois que j'ai tout dit, puisqu'il y a un café qui s'appelle Carrefour de l'Odéon. Bon, et j'en tire la conclusion, il faut civiliser ces gens-là, parce qu'au quartier latin, il faudrait qu'il y ait une opposition résolue, de type réfléchi, sage. Bon, c'est vrai que l'extrême gauche emploie des moyens, qualifions-les de militaires. C'est vrai qu'il faut assurer la sécurité de ceux qui veulent pouvoir discuter d'autres idées paisiblement. Mais pour l'instant, je me rends compte que je suis à la tête les deux personnes que j'ai rencontrées sont à la tête d'excités dangereux, et eux aussi. Que faire? Je fais mon rapport, on me dit, bon, il faudra faire un suivi sur le long, parce que la situation devient préoccupante d'après les éléments qui percent dans la presse. Bon, je ne pensais pas que c'était si rapide. Là-dessus se produit en Allemagne un attentat contre un dirigeant de l'extrême gauche allemande qui s'appelait Rudi Dutschke. Il est mort depuis, d'ailleurs, des blessures qu'il a reçues au cours de l'attentat par un nationaliste allemand. Et ça déclenche évidemment des incidents au quartier latin. Et je revois les jeunes gens que j'avais rencontrés et qui voulaient attaquer les gens protestants contre la tentative d'assassinat de Rudi le Rouge. Je leur dis non, quand même, pas de ça, parce qu'ils vont être des milliers et des milliers, vous blesserez quelques personnes sur le passage du cortège, on vous fera la course, je sais que vous courez très vite, mais je ne pense pas que vous aurez l'opinion pour vous, parce qu'il s'agit quand même d'un fait très grave qui a causé des émeutes à très grande échelle en République fédérale d'Allemagne, et il y a eu de nombreux morts. Or, je ne sais pas si c'est intelligent de faire ça en France. Toujours est-il qu'ils ont décommandé leur action. Est-ce que c'est parce qu'ils m'ont écouté? Est-ce qu'ils ont reçu des conseils par ailleurs? Je ne sais pas. Bon, là-dessus, la situation se détériore de plus en plus. Et quant à moi, j'étais concerné non seulement par mes activités de publiciste, mais également par le fait que, travaillant dans une imprimerie en journée, j'allais à mes moments possibles à Nanterre où je complétais mes études après un long séjour à l'armée en germanistique, donc dans la fameuse faculté de Nanterre, de l'université Sorbonne-Nanterre, et qui était très très agitée car il régnait un nommé Daniel Cohn-Bendit, surnommé Dany le Rouge, et qui était très populaire dans la faculté, y compris, je vais vous étonner, je n'ignorais pas qu'il était d'extrême gauche, il était à la tête d'un mouvement du 22 mars. Mais l'origine du mouvement du 22 mars n'a pas été suffisamment étudiée. Elle a été très simple. Dany le Rouge s'est fait remarquer dans la faculté très vite. Il y avait un ascenseur qui menait pas très loin au premier étage et il y avait une plaque sur laquelle était écrite une chose très simple, réservée au corps enseignant, à messieurs les professeurs. Un jour, il est arrivé avec un tournevis suivi d'un essaim d'étudiantes, ses groupies. Il a dévissé la plaque, il l'a jetée par terre et il l'a brisée d'un coup de pied. À ce moment-là, sont arrivés des appariteurs, c'était des personnes âgées, mais généralement anciens légionnaires, qui ont voulu le saisir par les bras pour le livrer à la police. Mal leur en a pris, il a réagi,
Il a appelé à l'aide, une cinquantaine d'étudiants ont surgi et ont envoyé les deux apparieurs à l'hôpital. Bon, à partir de ce moment-là, le climat a commencé à changer à la fac et peu après, s'est passé quelque chose que j'ai trouvé, je dois l'avouer, assez sympathique. À l'époque, il y avait une espèce de terrain vague devant l'université de Paris-Nanterre, sur lequel se garaient les voitures des rares étudiants qu'il y en avait. C'était mon cas, j'avais une vieille 203. Tous les matins, je prenais à une porte de Paris 4 autres étudiants et étudiantes et je les emmenais à la faculté. Parce que la gare de La Folie-Nanterre n'était pas vraiment terminée et il était très difficile d'y arriver par le bus. Et quand des étudiants venaient en faculté, qu'est-ce que se passait-il? Bien que le terrain était plein de crevasses, de trous d'eau, etc., la police passait tous les matins régulièrement à 1h et mettait des PV. Donc on en venait à dire, certains disaient, que le grand Charles, c'est-à-dire le président de la République, le général de Gaulle, casse sa pipe, il y aura une amnistie pour le nouveau président et on sera débarrassé des PV, sinon on est perdu. Tous les jours on a un nouveau PV, ça va coûter une fortune. Moi je m'arrachais les cheveux aussi, j'avais régulièrement, comme tout le monde, des PV, alors qu'il n'y avait pas de transport digne de ce nom. Bon, Danny Le Rouge se pense sur la question et lui, il résout le problème. Un beau matin, c'était le 22 mars, il grimpe sur le toit de la faculté avec plusieurs autres, ils entassent des briques, divers projectiles, etc. et disent on va bien voir. À 11h pétantes arrive le quart de police. Les flics goguenards vont dresser des contredanses contre ces parasites d'étudiants fils de bourgeois. Ils se trompaient d'ailleurs, puisque à Nanterre, c'était pas vraiment des fils de grands bourgeois qu'il y avait, même si théoriquement le 16e était dans sa zone. Et donc, ils commencent joyeusement leur travail. Bien mal leur en a pris, une pluie de projectiles s'abat sur eux, et même des commandos surgissent au rez-de-chaussée, les attaquent aux lance-pierres et aux manches de pioche. Les policiers n'étaient pas vraiment équipés pour riposter, ils se réfugient dans leur car, qui n'avait plus de pare-brise, etc. Ils prennent la fuite. Je me doutais de ce qui allait suivre, évidemment. 3 quarts d'heure plus tard, pimpon, les CRS, etc. arrivent. Eh bien là, Cohn-Bendit, au départ, il avait, je dirais, entre 30 et 40 types avec lui au pifomètre. Simplement, là, c'était 400 à 500. Les policiers étaient quelques dizaines. Il n'y avait même pas une compagnie de CRS. Ils étaient quelques dizaines des éléments, et il n'y avait pas de gendarmerie ou quoi que ce soit. Ils n'avaient pas l'équipement qu'il fallait. Alors d'accord, toutes les vitres possibles et imaginables de la faculté y sont passées, la police a battu en retraite, et depuis ce jour, on ne les a pas revus dressés de contravention. Vous imaginez la popularité de Danny Le Rouge après? Il était aussi populaire pour son succès auprès des jeunes filles, et c'est plus qu'une anecdote, il était du dernier bien avec la fille du ministre des universités de l'enseignement supérieur. Je tairai son nom, elle n'est plus de ce monde, elle a eu une carrière politique par la suite, bon, peu importe, mais tout le monde était au courant, ça rajoutait à son prestige aussi bien auprès des étudiants masculins que féminins. Donc il crée le mouvement du 22 mars, le jour de son exploit, il rentre en concurrence avec différentes organisations maoïstes, trotskistes, castristes, enfin il y en avait jeunesse communiste, etc. Bon. Alors, on pense que tout va se passer malgré tout bien. Le doyen, un certain Grappin, tolère ça, il ne pouvait pas faire autrement. Bon, et on s'approche bientôt du côté des examens, lorsque tout dégénère, certaines bagarres deviennent de plus en plus violentes au quartier latin, jusque sur à Saint-Germain-des-Prés, un dirigeant nationaliste connu, Roger Olindre, est saisi par les gauchistes qui commencent à le pendre. Il sera sauvé in extremis, après avoir failli y passer, etc. Là, les Occident et d'autres groupes disent « Non, ça dépasse tout, il faut réagir. Il va falloir frapper, et vraiment dur, parce qu'il commence à nous énerver. » Alors là-dessus se produisent des événements. Le local des étudiants communistes à la Sorbonne est dévasté.
non seulement par un incendie, mais une bombe y explose. Or, la riposte sera évidente, d'autres événements en représailles auront lieu, la température monte de plus en plus, et il est décidé un défi. Les deux camps étant d'accord, tel jour, à telle heure, à la Sorbonne. À la Sorbonne, le bastion étudiant par excellence. Hein. Alors, il y aura des gens qui seront à l'intérieur, c'est un fief de la gauche et de l'extrême gauche, et Occident, en tête, jette le défi. Et Occident se retrouve tout seul parce que les autres, disent que, se doutent que rien que le service d'ordre des groupes d'extrême gauche, c'est 600 types aguerris. Et ils auront d'autres mondes avec eux. Alors passe aux quelques dizaines d'étudiants nationalistes qui vont venir. On se dit que tout est joué d'avance. Donc, seul Occident viendra, se réunit un vendredi en haut du Luxembourg et marche sur la Sorbonne. Bon, le chiffre de 60 habituel, les effectifs d'Occident à Paris, pour une fois passe à environ 100-110, à ma grande surprise. Son chef Alain Madelin, Alain Robert, son adjoint, etc., sont en tête, au cri, parce que la Sorbonne est encerclée par la police, au cri de « La Sorbonne aux étudiants ». On se serait cru en plein bonhomme, ces divertissements apolitiques, ou encore même au temps de la défense des libertés de l'université française au Moyen-Âge, ou sous François Ier. Enfin, la Sorbonne aux étudiants, ça fait pas très politique. Alors, pourquoi la Sorbonne était entourée de policiers? Pour une raison très simple, c'est qu'elle était au courant de ce qui allait se passer. Il y avait eu suffisamment de bruit dans tout ce qui était estudiantin dans Paris et autour de Paris. Et elle voulait réaliser une opération politique non dissimulée. Les factions extrémistes allaient se manger le nez. Eh bien, la police frapperait les deux et un coup à gauche, un coup à droite, toute l'opinion publique française serait, y compris celle du Parti communiste très puissant à l'époque, serait pour le rétablissement de l'ordre contre les fascistes et contre l'extrême gauche. Très bien. Alors donc la Sorbonne est encerclée et avant même que Occident arrive à hauteur de la Sorbonne, 580 et quelques, pour ne pas dire 600 interpellations ont été réalisées par la police. Tout le service d'ordre d'extrême gauche est dans des cars de police et part dans des centres d'internement. Donc la manifestation d'Occident ne se justifie plus. Alors pour la beauté du geste, un barrage de police barre la route à Occident devant la Sorbonne, tandis que des rangs de policiers s'approchent dans le dos des troupes d'Occident qui vont subir le même sort que les gauchistes. Seulement, à Occident, il y avait des anciens jeunes gens qui avaient combattu en Afrique dans ce qu'on appelait les mercenaires, etc., que ce soit au Biafra ou ailleurs, ou en Rhodésie, etc., qui en avaient rappelé quelques habitudes militaires ou paramilitaires. Ils s'étaient munis de grenades, certes offensives, tous les militaires comprendront ce que je veux dire, qui font beaucoup plus de bruit que de mal, mais qui impressionnent des gens qui ne sont pas habitués qu'on leur jette ce type d'engin sur la tête. Le rideau policier est atteint, s'apprête à se refermer comme les mâchoires d'une tenaille, et une pluie de grenades s'abat sur les casquets, et qui, désorientés, laissent passer un trou. Les 110 les étudiants nationalistes font une percée et foncent vers la Seine. Ils réussissent à échapper à l'encerclement. Et puis, comme ce sont des gens curieux, ils entendent dans le lointain à nouveau des bruits de grenades. Et ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Et les dirigeants d'Occident demandent, les gars, vous allez tous se jeter comme prévu? Oui. Mais comment ça fait? On entend des bruits de grenades là-haut. Et puis on entend pimpon de tous les côtés. Alors on dit, il faut aller voir. Bon, alors on revient par petits paquets pour pas attirer l'attention. On regarde ce qui se passe. Et que découvrons-nous? Eh bien que effectivement de graves, très graves incidents ont commencé. Non seulement des étudiants d'extrême gauche, puisqu'ils attaquent la police et que nous ne les connaissons pas, ont surgi de partout, mais des adultes, des ouvriers, car la soirée commence à venir, surgissent, qui cassent les grilles d'arbres en petits morceaux, débris de métaux, comme ça, pour les jeter sur les policiers,
qui ont une pratique de la guérilla urbaine incontestable. Ils savent que les grilles d'arbres sont soutenues par 4 pavés, ils déterrent les 4 pavés et les jettent sur les pare-brises des grands véhicules de police. Un policier d'ailleurs devra être trépané parce qu'il a pris le pavé sur la tête, pour citer un des blessés parmi les nombreux blessés du service d'ordre. Bon, ça dure pendant une heure avancée. Stupeur, le lendemain, titre de toute la presse, que s'est-il passé au quartier latin, etc. Et là-dessus, le régime en place commet une très grave erreur. 2 étudiants qui devaient passer plus ou moins par hasard là-bas, qui étaient inconnus politiquement de qui que ce soit, sont arrêtés au cours d'une course-poursuite par la police et jugés un dimanche matin est condamné à 6 mois de prison ferme sans aucune preuve contre eux qu'ils aient participé aux violences. Naturellement, je travaillais à l'époque donc dans un imprimerie, j'ai oublié de préciser qu'elle était au quartier latin, le lundi matin, le 6 mai 1968, le week-end s'était écoulé, le dimanche il ne s'était rien passé, le 6 mai 1968, dès 8 heures du matin, je me dis, oh c'est bizarre l'atmosphère. À tous les coins de rue, je vois des gens qui se dissimulent, qui ont des frondes à la main, des manches de pioche à la main, qui ont des matraques à la main, etc. Et je vois de très nombreuses forces de police. Mais je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? On n'est qu'à 8 heures du matin. Je me dis, c'est étrange. Alors, je donne l'ordre de maintenir le rideau de fer baissé de l'endroit où j'exerçais mes activités, parce que je me dis, c'est pas normal. Et brusquement, vers 8h30, les premiers bruits de grenades qui explosent, les premiers bruits de vitrines qui sont descendues à coups de pavé, etc. Toute la journée, on se battra, il y aura des centaines de blessés. Le mai 1968, resté dans l'histoire, vient de commencer. Autrement dit, la théorie des 2 extrêmes, de gauche, de droite, etc., que le pouvoir républicain pacifie à coups de matraque et de condamnation à des peines de prison plus ou moins longues, eh bien, il a raté, l'ordre n'est pas rétabli, mais c'est le désordre général qui débute. Et les incidents de Caen, ils vont revenir à la mémoire des gens. Des jours se passent marqués par des incidents quotidiens violents, et on en arrive au fameux 13 mai, où dans la rue, j'ai été regarder ça, j'ai été impressionné, des centaines de milliers de personnes ont défilé. Est-ce qu'ils étaient 1 million comme on l'a dit? Je suis incapable de le dire parce que la tête me tournait. J'étais incapable de dénombrer. Mais des heures et des heures durant, j'ai vu pas défiler, non pas des étudiants, il n'y en avait pas 1 million ou même 500 000 à Paris. Il y avait des ouvriers, il y avait des employés, au cri de 11 ans, ça suffit. C'était la 11e année du séjour du général de Gaulle à l'Élysée, et augmenter nos salaires, enfin de tout, et abattre le capitalisme, etc., etc. D'un seul coup, on en était arrivé à un stade extrêmement important. Certains appétits se sont éveillés dans les mouvements constitutifs de la gauche, chez des gens comme un certain François Mitterrand, chez d'autres, etc. Les communistes se demandent ce qui se passe, est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut freiner ça, est-ce qu'il faut encadrer ça. Ils décident d'encadrer les éléments ouvriers et employés grâce à la CGT, etc. Mais tout le monde ne sait plus où on va. Je signale qu'à l'époque, un responsable important du pays était à l'étranger, c'était le général de Gaulle en personne, et qu'on ne lui a pas donné les nouvelles très exactes pendant qu'il était dans son séjour dans le lointain, et quand il revient, il est stupéfait de ce qu'il se passe. Heureusement, il y a un préfet de police intelligent qui s'appelle Grimaud à l'époque, et qui cherchera par tous les moyens à éviter qu'il y ait mort d'homme. Il y aura quand même de très nombreux blessés, graves, dans les 2 camps. Il y aura un étudiant, d'ailleurs un étudiant monarchiste, soit dit en parenthèse, qui sera tué par la police, à coup de grenade. Et dans banlieue, et notamment dans les régions, à Lyon, il y aura de très graves événements. Le chef de la police de Lyon sera d'ailleurs tué sur un pont de Lyon. Il y aura des morts du côté de Flins, etc., etc. D'accord, par rapport à ce que ça aurait pu être,
le nombre de morts peut paraître réduit, mais le nombre de blessés a été très impressionnant. On pouvait les compter par milliers et avec une situation politique extrêmement délétère. Comme on sait, le général de Gaulle s'en est tiré. Je n'ai jamais été, ce n'est pas un mystère, un gaulliste fanatique, mais je suis loin de là. Mais je dois dire qu'il a fait ce qui était le plus intelligent. Il a compris que les rancœurs de la guerre d'Algérie pesaient toujours très lourd, donc que fait-il? Il libère tous les détenus Algérie française qui étaient encore en prison, depuis 1962 ou même bien avant. Il va voir l'armée en Allemagne, il s'assure de la fidélité de l'armée, car les soldats du contingent étaient très travaillés. Monsieur. Oui, et donc il va voir Massieu, etc. Bon, il fait ceci, et il appelle d'ailleurs à une manifestation à Paris, où le 13 mai 1968, de la gauche et de l'extrême gauche, et de les syndicales aussi, est effacé par le nombre de gens qui déferlent sur les Champs-Élysées. J'avais été observer ça, j'avais été sidéré. J'ai vu le retour, j'étais à côté du chef d'Occident pour assister au spectacle, si j'ose dire, et en revenant, qu'est-ce que nous voyons? Les manifestants qui commencent à déferler vers le quartier latin. Or, à l'époque, la Sorbonne et de nombreux autres établissements étaient occupés par les révoltés estudiantins. Donc, on pouvait s'attendre à de très graves incidents. Mais Occident était tapi au carrefour de l'Odéon, et dès que les drapeaux avec les voitures avec drapeaux tricolores à Croix de Lorraine arrivent, les gens d'Occident spontanément jettent des pierres sur les voitures. D'un seul coup, il y a un flottement. Le service d'ordre qui escortait ces voitures stoppe, prenant d'ailleurs les gens d'Occident pour des gauchistes. Ce n'est pas eux qui ont attaqué au départ. Ils étaient complètement démoralisés par les nouvelles qu'ils recevaient de la réussite de la manifestation des Champs-Élysées. Mais tout le monde prend les gens d'Occident pour des gauchistes, tout le monde s'arrête, et toutes les voitures qui allaient déferler sur les Champs-Élysées pour reprendre le contrôle du quartier latin, sont stoppées. De graves incidents se déroulent, notamment saccage de tel ou tel établissement, mais surtout Mitterrand est reconnu passant au carrefour de Saint-Germain-des-Prés, et il échappe il y a quelqu'un qui le poursuit, une corde à la main, des dizaines de personnes le poursuivent pour le pendre. Et il réussit à se réfugier derrière la porte d'un célèbre couturier local, et heureusement la porte était solide, et elle a tenu pendant que des gens essayaient de la forcer. Il a failli être victime de la méprise. En fait, il n'y avait que quelques dizaines de militants d'Occident qui faisaient face à des éléments qui venaient par milliers des Champs-Élysées. Et derrière, il y avait des gens qui détestaient Occident, qui étaient les gauchistes. Donc, ce qui fait que l'occupation du quartier latin durera un certain temps. Ça finira par pourrir, et puis donc, on prendra le chemin de la fin de mai 1968, mais plus rien, jamais, ne sera comme avant. Plus rien, jamais. J'ai eu des échos de ce qui était dans les lycées. Je savais ce qui se passait dans les lycées avant. J'ai vu qu'après, c'était plus du tout la même discipline. J'ai vu que dans toutes les professions, des comités divers et variés s'étaient constitués. J'étais proche, parce que j'imprimais des ouvrages de médecine à cette époque, j'étais proche des médecins. J'ai vu des comités révolutionnaires qui s'étaient constitués chez les médecins les plus bourgeois, mais dans toutes les professions. C'était extraordinaire. Ça n'était plus le même esprit. Puis, il y a un détail qui va vous paraître graveleux. Eh bien, je le dis. Nous avions, comme épouse du président de la République, Madame de Gaulle s'appelait Yvonne de Gaulle, et elle était réputée pour le sérieux qu'elle voulait qu'il soit assuré dans les mœurs. Et il était interdit au kiosque de presse d'exposer des revues pornographiques. Il fallait qu'elles soient dissimulées, et la vente aux mineurs, et à l'époque la majorité était à 21 ans, était interdite. Eh bien, d'un seul coup, sans aucune autorisation, tous les kiosques se sont mis à vendre des revues pornographiques ouvertement affichées. Et d'un seul coup, la vogue des mini-jupes, entamée en Angleterre un certain temps auparavant, déferle sur la France à la stupeur générale de la gente masculine.
qui n'avaient jamais vu de choses pareilles, et ainsi de suite. On n'était plus dans le même pays. Brusquement, c'était quelque chose de stupéfiant et qui touchait toutes les villes de province, et même parfois les villages. La France avait été complètement bouleversée. Vous savez que quand De Gaulle, naturellement, répandra par une immense peur chez les suivistes de tout ce qui a le pouvoir avait été déclenché, les élections de juin sont un triomphe, les dernières tentatives de grève plus ou moins insurrectionnelles sont brisées, le quartier latin est repris, etc. De Gaulle gagne facilement les élections de juin 1968, mais le cœur n'y est plus, puisque l'année suivante, en 1969, ce sera la fin du régime gaulliste. Sur une question, à l'époque considérée comme secondaire en France, qui était la question de l'organisation des régions. Bon, c'est-à-dire un sujet qui n'aurait pas dû justifier le résultat qui a été celui du général. Bon, alors donc, De Gaulle est tombé à retardement sur mai-juin 1968. Mais il ne faut pas croire que parce qu'après il y a eu Pompidou et puis d'autres ensuite, etc., que la France n'a pas été marquée. Elle a été très durablement, fondamentalement, du point de vue de la morale privée et publique, quelque chose a changé. Les gens n'étaient plus les mêmes, quelle que fût leur tranche d'âge. Ça, le plus important, c'était ce qui s'était produit dans les cerveaux. Cette France n'était plus celle de la 4e République, cette France n'était plus celle du début de la 5e République. Il y avait une rupture totale dans les esprits qui s'était passée. Plus qu'un phénomène politique, même s'il y en a eu un, pour moi, ça a fait demeurer dans ma mémoire, comme des gens de ma génération, un phénomène sociologique et moral. On n'a pas beaucoup assisté dans les livres sur le phénomène moral, mais nous voyons les fruits de mai-juin 1968 maintenant. C'est la continuation directe de ce qui s'est passé. Des tas de sociologues ou prétendus tels ont diffusé des choses basées sur 68, le droit de jouir, sans entrave, etc. Je pourrais réciter des tas. Voilà. Et donc, c'est un événement très important de l'histoire de France. Ça n'a pas dégénéré en véritable révolution politique, puisque la transition entre De Gaulle et autre chose ne s'est pas faite dans le sang, ni dans des troubles graves. Ça s'est fait sur un référendum, sur une question presque annexe à l'époque. Mais dans le domaine de la pensée générale, dominante en France, quelque chose avait été brisé par rapport à l'ancien comportement des familles, par exemple, de l'homme vis-à-vis de la femme et réciproquement, etc. Tout avait, même dans la classe ouvrière, bien des choses avaient changé et descendait une pente et plus ça va, plus nous allons profondément. Est-ce bien, est-ce mauvais? Vous avez cru comprendre que je n'étais pas particulièrement enthousiaste de ce à quoi j'assistais à l'époque, et aujourd'hui je suis catastrophé par les fruits de mai-juin 1968. Sans ce qu'on a appelé la révolution pour rire souvent, etc., nous n'en serions pas là. Ça a été une révolution idéologique réussie et psychologique, touchant au plus profond l'âme française.